Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Piche. Salut Pascal. Salut. Alors, tu es spécialiste de l'ultra triathlon, tu es également entraîneur en athlétisme, coach en diététique, tu détiens plus d'une vingtaine de records du monde. On t'appelle aussi Terminator, on va y revenir, mais le fait des records et le fait de ton ultra endurance s'explique aussi à travers ce surnom-là. Mais avant de rentrer sur ton parcours, j'aimerais commencer par la première question que je pose tout le temps à mes invités. Comment tu expliquerais ton métier de façon pédagogique à un enfant de 5 ans? Si tu devais le faire, comment tu t'y prendrais? Alors c'est vrai que le mien, il est un peu compliqué parce qu'en fait, je fais 50 000 choses. Je crois qu'en gros, j'y dirais, voilà, mon métier, c'est de nager, pédaler, courir, pour la performance et au-delà de ça, mon métier en parallèle, c'est d'apprendre aux enfants, aux jeunes et aux adultes, comment performer ou comment techniquement travailler, pour apprendre à courir correctement, nager correctement et pédaler correctement. Je crois que ça résume bien le truc. Ça résume bien le truc. Alors justement, Pascal, on te connaît comme spécialiste de l'ultra-triathlon. Tu es détenteur, je dis, de nombreux records du monde. Tu as été quintuple champion du monde. Mais avant les records, avant les défis hors normes, et on va revenir sur tout ton parcours, j'aimerais savoir qui était le jeune Pascal, né à Villeneuve-Saint-Georges. Comment tu as connu ton enfance? Comment tu l'as vécu auprès de tes parents et de tes frères? Alors on était 3 frères, enfin en tout on était 3, ouais, je suis l'aîné. Mes parents étaient ouvriers, enfin mon père bossait à l'usine, ma mère était couturière, elle bossait à la maison. Donc on n'a pas eu une enfance très luxueuse, mais à côté de ça, nos parents se mettaient en 8 pour qu'on mine de rien. On avait la chance tous les étés de partir en vacances, on voilà, je pense qu'ils faisaient leur maximum pour qu'on soit des enfants heureux, qu'on ait une vie heureuse et moi, ma vie était déjà petit axée vers le sport, quoi. Ouais. C'est vrai que tu as démarré très tôt le sport et tu as fait beaucoup de sports, que ce soit le foot, le judo, la gymnastique, le vélo, l'athlé, le volley, j'en oublie sûrement. Tu as une liste longue comme le bras là aussi. Tu as commencé très tôt, je crois, le sport. Ça t'a attiré dès ton enfance? Alors mon père a été en équipe de France junior de foot déjà, donc en fait, on a commencé par le foot, il voulait qu'on joue au ballon, donc on a joué au foot et puis rapidement, moi, je m'ennuyais au foot, c'était pas top, top, donc j'ai fini gardien de but parce que ça me convenait bien. J'aimais bien me jeter dans la gadoue, donc quand tu es gardien, c'est nickel en région parisienne, tu rentres, tu es pourri, c'est top, donc j'adorais et rapidement, mon 2e frère, enfin celui qui était juste après moi, il se faisait souvent bastonner à l'école et mes parents ils ont dit: «On va t'inscrire au judo pour que tu apprennes à te défendre» et moi j'ai dit: «Putain, le judo, ouais, moi je voudrais bien faire, si tu veux maman, je vais voir le prof pour voir comment ça se passe et ce qu'il faut faire», et en fait, je suis descendu au club, j'ai pris les renseignements pour mon frère et j'ai été le premier inscrit et en fait, mon frère a stagné, ceinture jaune pendant, oh, je sais pas 3 4 ans et en fait, quand lui, il a passé sa ceinture jaune, moi, j'étais déjà ceinture bleue et rapidement, j'étais ceinture noire même donc voilà, c'était vraiment ma première voie, le 1er sport où je me suis éclaté, quoi. Et d'ailleurs, le judo, tu as eu ta ceinture noire à 15 ans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Si c'est à cet âge-là, c'est déjà un marqueur de discipline quand même, parce que ça met du temps à obtenir cette ceinture noire, il me semble. Ouais, alors, en fait, à cette époque avant, c'était 16 ans la ceinture noire et dans les années, 80, ouais 80, ils ont décidé qu'on pourrait passer la ceinture noire, à 15 ans et donc j'ai fait partie des tout premiers mecs de 15 ans à avoir la ceinture noire et 1 an et demi, j'étais même deuxième dan donc ouais, j'étais plutôt pas trop mauvais, j'avais je crois de mémoire, j'ai dû gagner, 7 titres départementaux et 5 régionaux. Donc ouais, je m'entraînais à l'INSEP, 2 fois par semaine, enfin bon. Donc ouais, déjà je savais ce que je voulais en étant gamin quoi, enfin jeune, on va dire. Et ce que tu voulais pas aussi. L'une de mes questions, c'est qu'est-ce que le sport t'a apporté que tu ne retrouvais pas à l'école? Heu, oui, je sais pas, en fait, en faisant du sport, je me sentais bien quoi, ça me permettait de m'extérioriser. À l'école, je m'emmerdais, faut appeler un chat un chat. Heu, J'y allais parce que c'était obligatoire.
J'aurais pu être bon élève, parce qu'en fait, j'apprenais facilement, mais j'avais décidé qu'un jour je serais champion du monde et en fait, il y avait que ça qui m'intéressait, quoi. Donc j'allais en cours, ouais, je bricolais, c'est pas dur, hein. J'ai fait 7 ans d'anglais. Après 7 ans, je devais connaître 15 mots parce que ça m'intéressait pas, quoi. Donc Where is Brian? ouais, 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 in the kitchen. Donc donc voilà. Et d'ailleurs c'est même couillon parce que, en fait après avec les années et les départs en compète, aux 4 coins du monde, j'ai été obligé d'apprendre l'anglais correctement et si j'avais bossé un peu plus, gamin, peut-être que, j'aurais parlé plus vite, couramment, mais bon, mais faut pas avoir des regrets. Voilà, mon objectif, moi, c'était, de devenir champion du monde et je vivais que pour ça, quoi. Et c'est cet objectif que tu as eu déjà très tôt au final, tu t'es ancré cette idée-là assez tôt? Ouais, j'avais 13 14 ans puisque je me souviens, les profs, ils disaient, «Vous voudriez faire quoi comme boulot plus tard?» Et moi, je disais: «Je serais champion du monde». Mais à l'époque, il y avait pas de réseau, il y avait pas très peu même à la télé et il y avait très peu d'ailleurs de Français qui étaient champions du monde et les gens, ils disaient: «Ouais, bah, oui, oui». On a l'air de dire, «Arrête de rêver», quoi, et c'était bien mal me connaître. Et justement, tu as intégré une section, sport-études, judo à Nîmes, Ouais. c'est bien ça? Tu as Mmh, traversé c'est la ça. France pour aller, poursuivre ton rêve. Qu'est-ce que ça t'a appris, ce déplacement, si tôt et cette relation à l'exigence? Déjà, ça m'a appris à me prendre en charge tout seul puisque j'étais interne, tout ça, donc il a fallu j'étais le seul parisien, tous les autres mecs, ils étaient d'ici, donc le week-end, tout le monde rentrait chez eux, à Narbonne, à Agde, à Montpellier, peu importe et puis moi, le parigot, il était tout seul, tout le week-end, à Nîmes, quoi, donc ça m'a appris à jouer de la gratte parce qu'en fait, comme je m'ennuyais, je me suis acheté une guitare et j'ai appris à jouer de la guitare, pendant les week-ends et cetera et voilà, ça a été un plus et ouais, c'était sympa, quoi, ouais. Et donc qu'est-ce que, tu t'es fait des amis à cette époque-là? Quelle était la relation à la compétition et aux autres dans cette section? Ouais, alors je me suis fait alors oui, on n'était pas beaucoup, hein, c'était une petite section, on devait être 6 6 judokas, heu, donc je me suis fait des potes et je me suis fait un ami, qui est resté un ami, qui était jusqu'à encore un an ou 2 entraîneur de l'équipe de France, junior, de judo, que je revois souvent quand je monte à Paris, qui était à l'INSEP et cetera, donc qui lui est devenu au-delà du high level, qui est devenu un entraîneur, connu, reconnu, diplômé, surdiplômé, parce que c'était un peu une tronche aussi. Mais c'était un bœuf lui, c'était un mec qui devait faire, 1,92 m ou 13, il faisait plus de 100 kilos et quand il fallait tirer avec lui, on se faisait massacrer, quoi. Alors après j'avais trouvé le truc, je lui parlais pendant le début du randori, tu vois? Je me disais: «J'ai déjà gagné 1 ou 2 minutes sans me faire casser la gueule» et 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 puis Jouer la montre. ouais, ouais, ah ouais, ouais, de toute façon, fallait faire ça. Mais ouais, lui, c'est vraiment resté un super pote, quoi, ouais. Et justement, quand la section ferme, parce que malheureusement, vous n'étiez pas nombreux, elle a fermé, tu as obtenu l'accord de ta famille pour, arrêter tes études et te consacrer davantage au judo. Avec le recul, est-ce que c'était, selon toi, un choix courageux, un choix instinctif et surtout, que disait, ta famille à ce moment-là? Alors, l'accord de ma famille, c'est un bien grand mot, hein, mes parents, ils étaient pas trop chauds non plus. Ma mère, elle m'a dit: «Tu veux arrêter les études, bah, tu vas bosser», ce qui était normal. Hem Et comme j'avais 16 ans et demi, 17 ans, elle m'a dit: «Tu qu'à devancer l'appel, tu partiras à l'armée, au moins, ça sera fait, quoi». Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris les renseignements, heu et je suis parti enfin, je devais partir au bataillon de Joinville et en fait, ça a merdouillé, 1 mois et demi avant et on m'a dit: «Bah, tu pars plus à Joinville, tu vas te retrouver dans un régiment normal». Et là, je me suis dit: «J'irai pas dans un régiment normal, je vais perdre un an, ça sert à rien». Donc j'ai fait une préparation militaire parachutiste. Je me suis dit: «Au moins là, je ferai du sport» et je suis parti dans un régiment parachutiste 2 mois après, quoi, voilà, en août Quelle est la 82. parti quelle est la particularité de Joinville, pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors Joinville, c'était à l'époque, je sais pas si enfin, il y en a un peu moins maintenant, mais c'était à l'époque quand on faisait son service militaire, on prenait tous les athlètes de haut niveau de toutes les disciplines et il y avait un régiment qui était donc le bataillon de Joinville, dans lequel étaient regroupés tous les sportifs et comme ça, ils pouvaient continuer à évoluer à haut niveau, tout en faisant leur service militaire. Alors bon, service militaire, c'était un bien grand mot, hein et il n'y avait pas grand chose de militaire dans tout ça, mais bon, voilà. Donc le rater, enfin ne pas pouvoir y aller, c'est quelque part ça a été, un peu une punition quoi parce que enfin je veux dire c'est là que je pense que j'aurais éclaté pour devenir international, mais bon. C'est juste avant que tu aies intégré l'INSEP ou après ton service Alors en militaire? fait, l'INSEP j'y allais sur mes par exemple les jours où j'avais pas cours, donc j'avais 2 après-midi de libre par semaine, je prenais le train à midi, je partais à Paris et j'allais à l'INSEP. Donc j'étais pas interne à l'INSEP, j'étais extérieur à l'INSEP, mais je venais m'y entraîner 2 fois par semaine. Et donc tu as atterri à Tarbes, pas très loin d'ici, Ouais. au 1er RHP. Est-ce que tu te souviens de ton arrivée, dans le sud-ouest cette fois? Ah ouais, ouais, je me souviens bien, ouais, j'ai débarqué à la gare de Tarbes, il y avait un vieux GMC qui nous attendait devant le truc, un sergent qui avait pas l'air très, très sympa qui nous a dit: «Vous montez là-dedans, vous fermez vos gueules» et puis boum, ben, on s'est retrouvés dans le régiment et en avant Guingamp, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as appris, ce service militaire et cette partie, prépa pour, être parachutiste? Alors, j'ai appris que physiquement, c'était pas si dur que ça. Après, c'est sûr que quand on est à haut niveau, bah, voilà, arriver dans un régiment para, enfin para ou autre chose d'ailleurs, il y a plein de mecs qui ont pas le niveau, quoi. Donc, si tu es sportif, c'est assez facile. Par contre, au niveau discipline, j'ai appris à me fermer ma gueule parce que j'avais tendance à l'ouvrir un peu trop. Et puis ouais et puis après on apprend, alors je pense qu'avec le judo, on apprend l'humilité déjà donc ça c'était déjà pas un point qui et l'armée, bah, a continué à m'apprendre ce genre de valeurs et je pense que oui, oui, ça a été très bien. Puis là, les copains, on se fait des amis, enfin je veux dire, voilà, on on s'aperçoit que dans la difficulté, les liens se resserrent toujours beaucoup, quoi et ça, c'est top. D'ailleurs, aujourd'hui encore, j'ai des potes avec qui j'étais, à cette époque-là, on est toujours en contact, quoi. C'est que c'est pas rien. Ça manque aujourd'hui, je Et crois. ouais, tout à fait. Ça peut être, perçu Mmh. comme ça. Tu as souhaité continuer en faisant une prépa pour être infirmier militaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, le régiment partait, à Beyrouth, heu, donc en septembre 83. Hem, Moi, j'avais fini mon temps et heu et en fait, pour la petite histoire, j'avais fait une connerie et je devais me prendre des jours de trou et et je savais que les gars qui partaient, à Beyrouth, enfin pour le départ à Beyrouth, le régiment avait besoin d'infirmiers et à l'époque, à Pau, pendant les stages infirmiers, il y avait les premières femmes parachutistes et je me suis dit: «Tiens, ça peut être un bon truc d'aller intégrer l'affaire là-bas» et je suis allé voir mon adjudant, j'ai dit: «Mon adjudant, je vous propose un truc, vous effacez l'idée de me mettre au trou et je viens avec vous à Beyrouth et je pars faire le stage infirmier». Il m'a dit: «OK, banco» et puis je suis parti donc 3 mois à Pau faire la formation d'infirmier et pour la petite histoire, sur cette formation, il y avait pas de gonzesses. Tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. C'est peut-être pour ça Mais qu'il a bon. dit oui. L'art de la Ouais, ouais, négociation. ouais. Non, mais je pense qu'il savait pas, mais voilà, bon, après alors là, j'ai adoré, c'est vraiment un boulot qui m'a ouais, qui m'a subjugué. Enfin, j'ai vraiment adoré cette formation et après ce que j'ai fait sur le terrain, avec ce que j'avais appris, ouais, c'est aujourd'hui, ça me sert encore, quoi. Voilà, c'est vraiment, enfin, être infirmier militaire sur le terrain, en temps de guerre, heu, c'est apprendre en 3 mois ce que les infirmières, d'État font, en 3 ans, à l'école, quoi.
Moi, j'ai fait de tout, hein. J'ai fait des petites interventions chirurgicales, j'ai fait des points de suture, des machins, enfin, ouais, voilà, aujourd'hui, j'ai un problème, je vais pas à l'hosto, moi, je me suture moi-même, j'ai pas besoin d'eux, quoi. Donc c'est ouais, c'est vraiment enfin, c'était très intéressant, ouais. Et de fait, tu as été projeté, assez rapidement, à Beyrouth donc? Ben, 1 mois après, on partait à Beyrouth, ouais, ouais. On partait à Beyrouth, septembre, donc j'ai fait le stage infirmier pendant l'été et on est parti, mi-septembre, à Beyrouth. Tu as quel âge à ce moment-là et tu pars dans quel état d'esprit? Alors j'ai 19 ans et l'état d'esprit, c'était enfin, ils nous avaient vendu ça comme: «Vous allez voir, c'est cool, c'est le Club Med, on va sauter en parachute, on va aller à la mer et tout ça», parce qu'en fait, Beyrouth, c'est super beau, quoi. Donc et on est parti, comme ça. Sauf que 15 jours avant, il a commencé à y avoir des petits attentats, des petits trucs. Quand on a débarqué, on n'est pas arrivé en avion comme on aurait dû arriver, à l'aéroport à Beyrouth, mais on est arrivé, par bateau. On a débarqué comme si c'était le débarquement, sur les plages de Normandie. Casque lourd, gilet pare-balles, cartouches, engagées et c'est la guerre, quoi. Merde, bah, c'est pas ce qu'on nous a vendu et voilà, beh, on y était et il fallait y rester donc il n'y avait plus qu'à, Ça quoi. ça devait durer combien de temps cette mission? 6 mois. Et donc tu as connu, différents, différentes situations, à Beyrouth? Comment ça s'est passé pour toi cette première mission à l'étranger? Ouais, alors dans un premier temps, j'ai été blessé. Heu, un trou dans le tibia, ça s'est infecté, j'ai été opéré 3 fois, enfin un truc un peu de merde. Heu et dans la foulée, rapidement, il y a eu l'attentat que tout le monde connaît, ou enfin tout le monde a entendu parler, au moins l'attentat de Drakkar, où on a perdu 58 parachutistes. Heu, en étant infirmier, bah, j'étais sur le terrain, j'ai passé pratiquement 40 heures sans dormir à sortir des collègues, morts. Heu et voilà donc en fait, ça commençait fort, quoi. On est arrivé mi-septembre et le 23 octobre, il y avait l'attentat. Heu, donc là, ma blessure, même si elle était importante, elle passait au second plan parce que, bah, il y avait d'autres choses plus importantes, quoi. Faut pas C'est s'écouter. Oui, c'est sûr, c'est ce que j'allais te demander, comment tu as vécu ça? Ça doit être une période difficile malgré tout et auquel, même avec, la formation que tu as eue, tu n'es jamais réellement préparé? Alors, le problème, c'est que quand on est jeune, enfin pour ma part, alors je sais que j'ai des collègues qui l'ont pris beaucoup moins bien, mais pour moi, c'était assez fluide. Enfin, je ressentais rien. J'avais pas de marqueur, spécifique, je pouvais je pouvais «manipuler» entre guillemets, les mecs décédés et cetera. Ça me faisait rien, heu et d'ailleurs à chaque fois qu'il y avait un mort, parce que, sur la période, il y a eu 88 mecs, au tas, et à chaque fois on m'envoyait moi pour habiller les morts, pour faire les derniers sacrements avec le padré, heu parce que ça me faisait rien, quoi. Sauf que quelques années après, on s'est aperçu que finalement, bah, le retour de manivelle, il est quand même, C'est-à-dire tu étais en mode automatique? Je veux dire tu «shuntais ton cerveau» entre guillemets pour faire ouais, abstraction des émotions? ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, puis on se dit: «Ouais, moi je suis fort, moi je suis fort», ouais, sauf que, bah, sauf qu'après, après on devient moins fort, quoi. Enfin, on devient moins fort. Disons qu'on repense, à tout ça et puis un jour on me dit, «Ah mais tu es addict au sport». Ouais, donc tu rencontres un psychologue et le mec il te dit: «Ah mais vous êtes addict au sport, tu fais une émission de télé» et à la fin de l'émission, le psy il vient te voir et il me dit: «C'est quoi ton histoire? Il y a quoi derrière?» Tu racontes un peu, tu expliques: «Bah, j'ai fait ça» et le mec il te dit: «Mais attends, tu es addict au sport, c'est bien, c'est une pathologie, mais tu es surtout atteint d'un syndrome post-traumatique et l'addiction au sport te permet de soigner ton syndrome post-traumatique. Donc en fait, tant que je fais du sport, tout va bien. Le jour où j'en fais plus, je pars en cacahuète, quoi». Donc Ouais, ça te permet de ne pas penser au reste. voilà, ouais. C'était facilement identifié à l'époque, dans les années 80, on parlait déjà de syndrome post-traumatique? Non, non, heu
si on parlait de ça, les gens ils disaient: «Ah tu taré» ou machin quoi. Enfin, ça existait pas. Aujourd'hui, les gars, ils reviennent de missions extérieures. Ils sont placés pendant une semaine, je crois, sur une île, en Grèce ou je ne sais où là, ils vont être débriefés. Ils vont rencontrer des psys qui vont leur demander comment ça va, ce qu'ils ont vécu, enfin d'en parler et cetera et cetera. À l'époque, on est rentrés, en plus, nous, on était des appelés service long et 3 semaines après, on était rééjectés dans le civil, quoi. Donc personne n'a eu le temps de penser à quoi que ce soit et ouais, c'est pour ça que, bah, en fait, on identifie la pathologie, beaucoup, beaucoup plus tard, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, tu parlais de retour de manivelle. Comment ça c'est arrivé à toi? Enfin, je veux dire, quel a été l'élément déclencheur au-delà de cette discussion avec le psy peut-être? Et ça a mis combien de temps à arriver? Alors en fait, je pense que moi l'élément déclencheur, c'était le sport un peu. Heu, alors j'en faisais déjà beaucoup, hein, mais quand j'ai commencé à battre des records, en fait, au début, c'était un record de 30 heures, puis après un record de 6 jours, puis de 10 jours, puis de 12 jours, puis de 20 jours, puis en fait, et cetera. C'était toujours, toujours, toujours plus et et à un moment, les gens, ils ont dit: «Enfin, il y a un problème, quoi. Pourquoi tu as besoin toujours de te mettre en danger et plus encore et qu'est-ce que tu vas chercher là-bas, quoi?» Voilà. Mais en fait, bah, tu vas chercher de pas penser, quoi. Ça t'a aidé à te reconstruire ou ça t'a peut-être sauvé, le sport? Comment tu le définirais avec le recul? Oui, oui, aujourd'hui, je me dis, bon, je vois toujours une psy militaire, hein, avec qui je discute beaucoup et ça me permet, voilà, de mettre des mots sur des sensations et cetera. Heu Mais ouais, je pense que si j'avais pas eu le sport, je serais peut-être parti en couille, quoi. Ouais, c'est possible. Alors on va parler de choses plus gaies justement avec, le sport. Parce que comme tu le dis, c'est quelque chose qui t'a sauvé, mais qui était un palliatif. Je sais pas si on peut en dire ça comme ça, Oui, c'est tu ça, ouais, 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 ouais. tu expliques, mieux que moi. Heu, Comment tu es retourné au sport, et quel sport tu as fait? Parce que là encore, tu ne t'es pas arrêté au judo, de fait? Alors en fait, en sortant de l'armée, bah, donc j'ai repris ma route du judo parce que c'était ce qui me faisait rêver à l'époque. Donc j'ai regagné des titres, voilà, mais toujours pas au niveau national. J'arrivais pas à passer, la marche. Je finissais 5e, je finissais 7e, mais j'arrivais pas à être sur la boîte. Dans les années 80, le triathlon est arrivé en France et un jour, alors que donc j'avais intégré la police municipale de Hyères, donc dans l'Essonne et je faisais une patrouille et d'un coup, je vois une affichette, triathlon d'Épinay-sous-Sénart, donc c'est un petit village à côté, un petit bled à côté et et je regarde les distances, ça devait être, je crois 700 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 7 kilomètres de course à pied et j'avais vu des images d'Hawaï à la télé qui m'avaient paru, monstrueuses à l'époque. Les premières images qu'on avait vues d'Hawaï, enfin c'était grave quoi. C'était Julie Moss qui finissait à 4 pattes, elle s'était fait dessus. Enfin bon, c'était vraiment des images chocs quoi, hein, à l'époque, le poids des mots, chope des photos pour le coup, Oui. et du coup, je m'étais dit: «C'est quoi ce sport de jobard?» Et quand j'ai eu cette affiche, je me suis dit: «Bon, courir à pied pour le judo, je cours à pied». Du cyclisme, j'en faisais déjà. Il y a que la natation, où je nageais un peu comme une clé à molette, quoi et je me suis dit: «Bon, bah, écoute, essaye, pourquoi pas, quoi?» Et j'ai essayé ce truc-là, donc on est en 87. Je finis donc ce triathlon où j'avais fait un gros vélo, mais en fait, j'avais fini, les 2 jambes, tendues, perclus de crampes et là, je me suis dit: «Je vais me préparer et je reviens l'année prochaine» et l'année d'après, j'ai refait la même course. Après, j'ai fait un triathlon olympique, ce qu'on appelait à l'époque olympique, 1,5 km de natation, 40 vélos, 10 à pied. J'ai fait un moyenne distance qui était, de mémoire, heu, ça devait être 2,5 km natation, 80 vélos, 20 à pied. J'ai fait Nice, qui était pas encore Ironman à l'époque,
et qui était 3-2 natation, 130 vélo et 32 à pied et j'ai fait Embrun qui là était une distance Ironman. Donc en fait, je suis passé de rien à tout l'année d'après et là j'ai dit: «Waouh, c'est top, je me régale, j'aime ça, je continue» et en fait, je me suis lancé là-dedans. Voilà. Et tu as fait des perfs dès tes premiers triathlons? Tu nous l'as pas dit. Ça donnait quoi tes Alors, premiers et les c'est sensations que tu as vécues? ouais, c'était pas des super perfs, mais ouais, je me classais. Je me rappelle, je crois qu'à la fin de la première année, je devais être classé 18e ou 19e français longue distance. Donc pour un débutant, c'était pas trop mal, surtout que je nageais vraiment pas très bien et là, je me suis dit: «Bah, tu vas apprendre à nager». Enfin, tu donc j'ai pris conseil auprès de copains qui étaient maîtres nage, qui m'ont filé des exercices à faire et j'ai nagé, 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 nagé et quand je suis arrivé sur l'ultra triathlon, en fait, j'étais devenu un des meilleurs nageurs de la planète, en ultra triathlon, quoi. Donc j'en ai tellement bouffé que, bah, c'était bien rare que je sorte au-delà de la deuxième ou troisième place, voilà. À mode bourrin à signature de Pascal. Alors alors pas tant ouais, bourrin, oui, parce que sur le volume, c'était bourrin, Oui, sur le mais par volume, j'en contre, parle. voilà, mais la technique, j'ai beaucoup travaillé la technique. La natation, c'est un sport hyper technique. Et moi, j'étais judoka, donc j'avais des épaules de bœuf, j'avais des pecs, on aurait dit une paire de seins. Enfin bon, il a fallu perdre tout ça, quoi, parce que tout ça, c'est du poids à traîner. Donc et ouais, ouais, j'ai bossé, bossé et voilà, quoi. Donc j'ai découvert grâce à toi en préparant cette interview que le triathlon avait 40 ans, alors qu'on en parle vraiment à fond depuis, allez 5-10 ans en France. Le triathlon a 40 ans en France et qu'il existait déjà l'équivalent d'Ironman aussi. Ouais, ouais, bah, alors, l'Ironman, c'est fin des années 70. Hem, En fait, ça commence à Hawaï. Alors, il y avait déjà eu un triathlon en France, des années avant, mais, à Hawaï, en fait, sur une base des Marines, il y a les jeunes qui chambraient toujours les vieux et un jour, les vieux, ils autour d'une bière, ils disent: «Les gars, vous voulez faire les kékés? Bah, vous savez quoi? On va enchaîner les 3 courses les plus dures de l'île. Donc on va faire, la Waikiki Cross, je sais plus trop quoi en natation». Donc à l'époque, c'était 5 kilomètres. On va faire le tour de l'île à vélo, c'est 180 bornes et le marathon d'Honolulu, c'est 42. On enchaîne ça et après on tire un trait et on fait des calculs et du coup, ils étaient quoi, je sais plus, une douzaine au départ, je crois. Il y en a 6 ou 7 qui ont terminé et c'est un vieux qui a gagné, quoi. Enfin, c'est un ancien parce que l'expérience, parce que voilà, quoi. Mais en fait, l'Ironman a commencé comme ça. Donc ça a été le premier Ironman à Hawaï et c'est resté, la tradition, championnat du monde à Hawaï sur distance Ironman. C'est pas le plus dur, mais c'est américain, c'est le business, hein, faut pas rêver. C'est une marque, hein, Ironman, donc il faut y passer, quoi. Tu as eu un déclic avec le triathlon et l'ultra-endurance à la fin des années 80, notamment en regardant, une émission, un événement. Est-ce que tu peux nous en parler de ce déclic? Ouais, bah, en fait, c'était Stade 2 et comme je le disais juste avant, c'était les premières images de l'Ironman d'Hawaï et heu et c'était l'arrivée des filles. Elles étaient 2 à 4 pattes, bah, voilà, qui va gagner? Ça rampait, ça se faisait dessus. Enfin, c'était vraiment les images étaient vraiment pas belles, heu, enfin sportivement, je parle, hein. On se dit: «Waouh, si c'est ça, enfin, les nanettes, elles sont allées au bout d'elles-mêmes, quoi», et puis, en fait, ouais, c'est ces premières images qui m'ont fait réfléchir et donc quelques mois après, je découvre cette affiche et je dis: «Allez, j'y vais» et je fonce, quoi et voilà, en fait, le triathlon, j'ai mis le pied dedans comme ça, quoi. Tu as aussi imaginé un défi, je crois, pour le Téléthon à la fin des années 80? Ouais, alors, des années 90 même, enfin début des années 90, 90, ouais. En fait, en 89, je regarde le Téléthon à la télé, ça devait être le deuxième ou 2e, épisode, enfin épisode, le 2e numéro du Téléthon et et à l'époque, mon ex-femme avait quand je l'ai connue, elle avait 2 enfants
et en regardant l'émission, je me dis: «Merde, enfin nos enfants, ils pourraient être malades, ils pourraient avoir, une maladie génétique et si c'était le cas, bah, je serais bien content qu'on m'aide, quoi. Alors, bah, tiens, je vais faire un truc pour le Téléthon». On me dit: «Tu vas faire quoi?» J'ai dis: «Je sais pas, je crois que j'ai vu un article dans Triathlète où il y a un Français qui détient un record du monde. Il vit aux États-Unis, mais il a le record du monde des 24 heures. Donc 8 heures de natation, 8 heures de vélo, 8 heures à pied». Puis je fouille un peu, puis je vois le Téléthon, c'est 30 heures. 30 heures, 10 heures de natation, 10 heures de vélo, 10 heures à pied. Je prends contact avec le mec. Alors à l'époque, il y avait pas d'internet, il y a machin. Donc je fais un courrier et comme il y avait son adresse dans le numéro de Triathlète Magazine, j'envoie un courrier aux États-Unis. Je me dis: «Bon, le mec, il va pas me répondre, quoi». Et si, le mec me répond. Franck Garcin, il s'appelle, je me rappelais. Et je lui envoie le courrier et il me répond: «Ah bah, Pascal, bah, écoute, bonne chance si tu veux t'attaquer au record, oui, effectivement», et puis il m'explique un peu comment lui, il l'a imaginé et cetera. Et là, je dis: «Toi, tu as fait une erreur, tu aurais jamais dû me donner de conseils». Et je vais voir le maire de la ville, hein, hier, donc dans l'Essonne, c'est 33 000 habitants. Et je dis au maire: «Bah, voilà, je voudrais m'attaquer au record du monde et tout». Il dit: «Et tu es judoka?» J'ai dit: «Ouais, mais je suis judoka, ça fait 4 ans que je suis triathlète et je vais m'attaquer à son record et je vais le battre». Discussion, machin, puis il me dit: «Allez, on te fait confiance, on y va». Donc bah, voilà, j'ai travaillé sur le projet. On a monté un gros truc, où on a fait participer toute la ville, toutes les écoles de la ville sont venues nager avec moi, les gens venaient courir, pédaler, enfin, c'était un truc d'enfer. Bon, c'est au mois de décembre, hein, le Téléthon, donc il faisait pas très, Ouais. très chaud Faut trouver des et du motivés, coup, quoi. je ba ouais, ouais, et du coup, je bats mon premier record du monde là, quoi, et en avant, et là, j'avais trouvé ma voie, c'était parti. Aller défier l'impossible, aller battre les records, détenus par les autres. Ouais, c'est ça, battre les records, détenus par les autres, battre les miens, essayer de battre les miens, et puis surtout toujours inventer des trucs encore plus tarés, quoi. Bah, c'est ce que je vais te dire, heureusement que le Téléthon ne durait que 30 heures pour ton Alors pour ton 1er record. ouais, alors l'année d'après, j'ai refait un truc pour le Téléthon, mais ce coup-là, j'ai fait sur 6 jours. Je suis parti avant et j'ai fini à la fin du Téléthon, quoi, ouais, et là, ça a duré 6 jours. Donc le Ce temps qui est de chouette Pardon, ce qui est chouette dans ton aventure, c'est que sur ce 1er record, donc en 3 fois 10 heures, tu fais 25 kilomètres de natation pour qu'on se rende compte quand même. Tu fais 237 kilomètres à vélo, dans l'équivalent d'une étape de Tour de France, voire un peu plus. Tu fais 90 kilomètres à pied, dont plus de 2 marathons. C'est quand même, énorme, le tout en sans dormir. Enfin, on imagine aussi, la fatigue, l'usure et aussi quelque part le niveau de technique, que ce soit équipement, et cetera, qu'il n'y avait pas aujourd'hui, qu'on connaît, 30 ans plus tard. Hem Et au-delà de ça, tu arrives avec ce challenge, parce que tu le dis pas, donc je vais le dire pour toi, à récolter 250 000 francs pour le Téléthon, ce qui, à l'époque, 1990, 250 000 francs pour une deuxième édition en plus, c'est une somme, assez énorme, non? ouais, ouais, c'était énorme. C'était énorme. Hem, alors, comme tu dis, il y avait pas à cette époque-là, il y avait pas toute la technique d'aujourd'hui, enfin, tout un tas de trucs qu'on sait sur la diététique, sur, tout un tas de trucs. On est à Paris, hein, il fait -2, -2, -3 degrés. Il a neigé à un moment, j'ai glissé dans un virage, je me suis retrouvé sur le dos. Enfin bon, c'était vraiment un truc, rock'n'roll, et on avait eu l'idée avec les partenaires de fabriquer, c'était la période des pins, on avait fabriqué des pins, on avait fait des t-shirts et on avait vendu tout ça, en fait, et on avait récolté, ouais, 254 000, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était énorme, quoi, c'était la folie, ouais. Donc, l'année suivante, comme tu dis, tu as continué, tu as voulu faire encore plus grand, avec en 6 jours l'équivalent de 6 Ironman, je crois, Ouais. c'est C'est ça? ça, ouais. En 91? Ouais. Ouais, alors c'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais fait ça en 6 jours, mais aujourd'hui, si je fais 6 Ironman, je les fais en 4 jours, quoi. Mais c'est ouais, tu vois, comme quoi à l'époque, on savait pas trop où on allait, puis ça piétinait un petit peu, bon, mais voilà, et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on se forme, et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Ouais, tout à fait, et c'est à cette époque-là, je crois, que le surnom de Terminator, est arrivé. Comment est arrivé ce surnom à toi?
Alors ouais, c'est justement cette deuxième année, donc on est toujours à Hyères et donc je devais nager, 24 kilomètres je crois ou 27 kilomètres je sais plus et et donc à la piscine, j'étais en train de me préparer, j'étais en maillot de bain, en train de me mettre de la vaseline, tout ça et et il y a une fille qui se plante devant moi là, puis elle me regarde des pieds à la tête, et à bon, un moment je lui dis: «Mais puis enfin il y a un problème?» Elle me fait: «Non, non, je suis journaliste au Républicain», elle se présente, on discute, on échange, hop, 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 voilà, machin. Elle fait son article, elle me dit: «Bon, bah, l'article sortira jeudi», et moi je devais terminer le samedi donc bah, je dis: «Bah, c'est bien pendant la course, je verrai l'article, quoi» et l'article sort et les gens du staff viennent me voir, ils me disent: «Putain, l'article est sorti, il est trop top et tout» et ça commençait comme ça, loin des super productions américaines, j'ai rencontré Terminator et voilà et en fait, c'est elle qui m'a affublé de ce briquet là et c'est resté, voilà donc Tu ouais, tu le aïe. prends comment ce surnom, Alors, moi, je l'ai pris comme il venait, enfin, je veux dire, c'était assez sympa. Ça veut dire, quelque part, tu lâches jamais, tu reviens toujours et cetera donc voilà, ça c'est je veux dire, c'est moi. Bon après, il faut pas trop se la raconter parce que, voilà, quand on sait aujourd'hui que tout est critiquable et cetera, si tu dis: «Voilà, je m'appelle Terminator», les gens ils disent: «Celui-là, il se la pète», alors que c'est pas vraiment le genre de la maison donc bah, quand ça sort, bah, ça sort mais c'est pas la première chose que je mets en avant, quoi. à partir de cette période-là, tu t'es globalement jamais arrêté? On peut dire ça on peut dire ça comme ça. Quels ont été tes défis suivants, heu, sur l'ultra longue distance? Parce qu'on peut le dire, voilà, maintenant, à travers ton parcours et ce que tu nous as montré, ce que tu as découvert, tu as voulu tout le temps pousser le curseur toujours plus loin. Comment à quel moment tu t'es dit, «J'ai pas de limite» quelque part, tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, justement, j'ai pas de limite. Les en fait, les limites, c'est celles qu'on s'impose. Si on s'impose pas de limites, on en a pas. Enfin, j'exagère, mais quelque part, c'est ça. Hem, les limites, c'est l'esprit, enfin, c'est le cerveau qui les donne et si on est capable d'ouvrir les portes en grand, heu, alors on n'a plus de limites, quoi. Si le physique tient, heu et que la tête tient, bah, tout tient. Le reste, tout suit et encore je dirais, si la tête tient, le physique même, endommagé, il peut tenir, quoi. Ça m'est arrivé plus d'une fois, hein, ouais, d'avoir des problèmes, mais à partir du moment où la tête, elle a dit: «Tu iras au bout», bah, tu on va au bout, quoi. Tout passe par le mental? Ouais, tout passe par le mental. Je crois que c'est Mike Horn qui disait ça que, heu, pour être sûr de gagner, il faut pas avoir peur de perdre. Bah, en gros, c'est ça, quoi. C'est toi qui mets tes limites. Nos Et là où c'est limites. intéressant. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appellera mon prochain défi, nos limites. Ouais et on va en parler. On va en parler parce qu'ils sont pas prêts les gens encore. Heu, puisque la particularité de ton projet pour avoir reçu, plein de sportifs de haut niveau, d'aventuriers, c'est que tu fais partie de ces gens-là, tu me dis si je me trompe, mais qui partent d'une feuille blanche à chaque fois, qui créent un projet, différent à chaque fois. Donc tu non seulement tu sors de ta zone de confort à chaque fois et tu te remets, toi-même en jeu quelque part, à ne pas rester, sur tes acquis, puisque tu as fait, des DK Ironman, j'ai découvert ça aussi. C'est quoi? C'est 10 Ironman de suite? Ouais, le DK Ironman, c'est 10 fois la distance natation, donc 38 kilomètres, 10 fois la distance vélo, 1 800 kilomètres et 10 fois la distance course à pied, 423 kilomètres, voilà. Ça, c'est le DK Ironman. Alors maintenant, il existe des doubles DK, des triples DK, mais franchement, heu, moi, je pense, pour moi, la limite, c'est le temps qu'on reste dans l'eau, c'est d'être capable de faire la distance sans sortir de l'eau. Si on sort de la flotte, on sort du contexte, quoi. Voilà, donc pour moi, le DK, c'est bien. J'ai fait jusqu'à un 13, 13, j'ai aménagé 50 bornes sans sortir de l'eau, voilà, heu, ça me va.
Après au-dessus, ouais, si c'est pour dire, jouer à celui qui pisse le plus loin, ouais, ça m'intéresse qu'à moitié. Enfin, je dis ça, mais quand on sait le contenu de nos limites, c'est ouais, mais il y a de la recherche derrière. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure, Oui, on va mais voilà. on va en parler. Tu as creusé le sujet. Mais justement, c'est là où je voulais en venir parce que je vais prendre les chiffres pour pas dire de bêtises. Tu détiens 16 records du monde en ultra triathlon, 5 records du monde en ultra cyclisme. Tu es quintuple champion du monde en DK Ironman. Quand tu Double, entends triple DK, ouais. double, triple DK, autant pour moi, euh, quand tu entends cette liste, tu ressens quoi au final? Et j'imagine que voilà, c'est pas l'ego qui parle, tu l'as très bien dit, mais c'est quoi? C'est de la fierté, de la distance, ou plutôt de l'étonnement d'avoir réussi à faire tout ça avec le recul? Alors l'étonnement, non. Je dis non, c'est pas pour encore une fois, c'est pas pour dire, je me la pète, c'est parce que à partir du moment où je me fixe un but, je me fixe un défi, il y a pas d'alternative, il faut que j'aille au bout. Donc c'est pour ça que je suis pas étonné parce que si je dis: je le fais, j'y vais. Heu, un peu de fierté, oui, parce que, par exemple, le DK Ironman, on est moins de 30 mecs au monde à en avoir terminé un, quoi. Déjà, ça a réduit la voilure. Il y a plus beaucoup de monde qui est capable de faire ça. Donc ouais, un petit peu de fierté et puis, bah, ouais, le plaisir de l'avoir fait, quoi, voilà. Comment tu as cultivé ton mental pour arriver à faire ce que tu as fait? Est-ce que tu as des clés? J'aimerais, creuser un peu là-dessus avec toi si tu es d'accord, sur comment tu fais pour faire ce que tu fais? Je sais pas si c'est clair dans mes propos. Ouais, 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 je vois bien ce que tu veux dire. Alors, en fait, j'ai travaillé mon mental au début. Hem C'est-à-dire que les premières années, heu, à l'époque, j'étais flic à Paris et pour situer, Hyères, la ville de Hyères, c'est à 25 kilomètres de Paris, d'accord? Donc je commençais à 5 heures le matin. Alors en fait, on tournait un jour 5 heures, un jour midi, un jour enfin bon et donc quand je commençais à 5 heures, heu, j'allais à la piscine à 1 h 30 ou 2 heures du mat. J'avais la clé. La ville me faisait confiance, j'avais la clé. Je me mettais dans l'eau, je nageais jusqu'à 3 h 30, 4 heures et je prenais le premier train, pour aller bosser. J'allais bosser, je faisais ma tournée, heu, je revenais en train, j'arrivais à la maison, je partais à vélo et le soir, j'allais courir et en fait, j'ai travaillé ma tête, surtout dans les grosses séances de natation où on est tout seul dans la piscine. Là, on peut pas parler. Autant quand on court à pied, on peut regarder ce qui se passe dans la forêt, à vélo, on peut voir, machin. En natation, c'est la flotte et toi. Et là, bah, en fait, tu as le temps de réfléchir et c'est comme ça qu'on se forge la tête. Après des grosses séances de vélo sur home trainer, c'est des trucs hyper chiants l'home trainer. Hem, En général, les cyclistes, ils aiment pas trop. Bah, moi, je me tapais des séances de 10 heures là-dessus, quoi. Truc de malade, mais très fort pour le cerveau. En fait, que des trucs qui peuvent paraître dingues vont permettre à ton cerveau de travailler et à partir de là, j'ai mis au point une technique, alors me demande pas comment, hem, où je me suis dit: «La douleur n'est qu'une information». C'est-à-dire que s'il arrive un moment où tu peux avoir mal, une blessure quelconque ou n'importe quoi, c'est quoi une blessure? C'est une douleur au genou, par exemple, qui remonte au cerveau, qui dit: «Attention, alerte rouge, tu es blessé, donc il faut que tu t'arrêtes» ou et cetera et ben, moi, ce signal, j'arrive à le mettre dans une boîte, à le mettre de côté et à plus y penser. Alors c'est un boulot, hein, faut pas ça se fait pas un matin, tu te dis pas: «Tiens, je vais» et à partir de là, bah, je peux continuer à courir en zappant complètement la douleur. Donc c'est un vrai travail, mais c'est comme ça que je me suis forgé un mental de dingue et aujourd'hui, tu peux me casser les 2 jambes, je continuerai à ramper, quoi. Quelque part, tu minimises l'information de la douleur, c'est ça? Peut-être? Tu Bah, prends je la fais distance ouais, avec ça?
Je fais plus que minimiser, ouais, j'ai je la je la chointe carrément, quoi. En fait, je coupe le circuit, quoi. D'accord, Alors OK. c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire, hein, mais ça peut t'aider. Tout à l'heure, on parlait de déroute. Ma première blessure, je disais, j'ai été opéré 3 fois. La deuxième fois, en fait, le muscle avait fait un bourgeon et il était collé, enfin, c'est difficile de l'imaginer, mais en fait, le trou était là, le muscle était là et il se promenait comme ça et en fait, il avait bourgeonné. Il avait collé au derme et donc il fallait, avec un ciseau, passer à l'intérieur comme ça pour décoller le muscle. Et j'ai dit au toubib, et sur la tête de mes enfants que c'est vrai, j'ai dit au toubib: «Docteur, on essaye un truc, vous me le faites sans anesthésie. Je veux voir jusqu'où on est capable de tenir». Et en fait, il m'a opéré sans anesthésie. Donc déjà à 20 ans, j'avais déjà un grain et je savais je savais déjà qu'un jour, hem, combattre la douleur, me servirait, quoi. Ça a duré combien de temps cette opération? Ah, pas longtemps, 7-8 minutes, quoi. Enfin, en fait, c'est pas un gros trou, hein, c'était un trou comme ça, mais bah, il a fallu écarter, ouais, j entre ça, entre 8 et 10-12 minutes peut-être, quoi. Quand c'est comme ça, voilà, j'avais dit au capitaine, «Mon capitaine, si je vous insulte, c'est pas grave». Il m'avait dit: «Non, non, c'est pas grave». Et j'y ai dit tout, quoi. «Putain, enculé». Donc ouais. En préparant cette interview, Pascal, tu parais, invulnérable. Qu'est-ce qui, fait ta vulnérabilité? Est-ce que tu acceptes déjà ce mot-là? Et qu'est-ce qui est vulnérable chez toi? Alors, heu, on le disait, la tête, c'est ton point enfin, c'est mon point fort, mais ça peut aussi être mon point faible. C'est-à-dire que si j'attaque une course et que ça va pas, ça peut autant être mon point fort que ça peut être mon point faible. Exemple, une course aux États-Unis, je sors premier de l'eau. Alors, c'était un double Ironman, 7,6 km de natation, 360 en vélo et 84 à pied. Ouais, un petit truc, quoi. Enfin, par rapport au reste, c'est un petit truc. Bien sûr. Je sors premier de l'eau, j'attaque le vélo, je fais les 360 bornes en tête tout seul. J'attaque la course à pied, je suis en tête et j'étais allé sur cette, course sans équipe d'assistance, j'étais tout seul et au bout de, je sais pas, 30 bornes, ma tête vrille. «Qu'est-ce que je fous là? Ça me fait chier, j'ai pas envie, machin» et j'abandonne. Je monte dans la voiture, je m'assieds, je dors, 1 heure et demie, j'en sais rien et je me réveille et je me dis: «Mais tu es un vrai abruti, quoi. Tu es aux États-Unis, tu t'es tapé je sais pas combien de milliers de kilomètres, tu es en tête de la course et tu abandonnes parce que tu as ton cerveau qui a vrillé. Allez, on repart» et je suis reparti dans la course. Alors, bah, du coup, j'étais plus premier, je devais être 12e et j'ai quiché, je suis remonté et j'ai dû finir 3e ou 4e, quoi. Voilà, mais enfin, c'est débile, mais ça veut dire que la tête peut aussi, à un moment, clincher et dire, voilà, foutre tout par terre, quoi. Donc j'ai aussi, des moments où ça peut ne pas fonctionner comme on veut, quoi. Où est-ce que tu vas puiser cette ressource? Est-ce que tu as, quelque chose qui te nourrit ou qui des rituels, une habitude, est-ce que tu te mets à vraiment, focus sur quelque chose, voilà? Quels sont les secrets? S'il y en a? Alors, le focus, c'est au départ de la course, avant que la natation commence, heu, c'est de se mettre face à la ligne, alors si c'est en piscine, face à la ligne d'eau et faire le vide pendant 2-3 minutes, et pendant ces 2-3 minutes, je visualise la ligne d'arrivée et à partir de là, pendant toute la course, je vais visualiser la ligne d'arrivée. Ça, c'est ma manière de procéder. Je cours pour moi et je cours pas pour les autres, je veux dire, si à un moment de la course, je suis deuxième, troisième, quatrième, j'en ai rien à foutre. Heu, je fais ma course. Je me dis que j'ai l'expérience, heu et que si le mec, va plus vite, c'est que soit il est très fort, soit il est inconscient. Donc donc moi, je me focalise sur ce que je sais faire, sur ce que je peux faire et voilà et en général, ça marche bien parce que
parce que, voilà, je suis toujours dans le game, quoi. Je crois que tu me corrigeras si tu as l'info, je crois que c'est Usain Bolt qui avait cette visualisation-là aussi, qui disait, qu'il n'avait pas commencé la course, que pour lui, il avait déjà passé une ligne d'arrivée et qu'en fait, c'était juste un processus et il avait qu'à courir. Ouais, ouais, alors bon, lui, il avait que 100 mètres à faire, hein. Oui, techniquement, oui. Moi, par exemple, sur un DK, là, en mois de septembre, je vais faire un DK en Italie. Je sais que je pars pour au moins 8 ou 9 jours de course. Bon, la visualisation, elle demande beaucoup plus de temps de concentration, mais ouais, ouais, je comprends son état d'esprit, ouais. Le DK Ironman, pour beaucoup, c'est inimaginable. Moi, le premier. Toi, tu le découpes comment mentalement? Est-ce que tu fais ça par tranche, heure par heure, minute par minute? Comment tu t'y prends pour te créer ton programme? Alors, je sais que la natation, c'est un peu mon point fort, donc j'y vais, je nage, je sais qu'il va me falloir entre 11 et 13 heures, heu et que quand je vais sortir de l'eau, normalement, personne ne sera sorti avant moi. Déjà, ça 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 te donne un certain état d'esprit. Après, j'attaque le vélo et à partir de là, je me dis: «Je vais essayer de faire entre 500 et 570 kilomètres par jour», enfin par tranche de 24 heures. Voilà, et quand je termine le vélo, je fais la même chose pour la course à pied. Je me dis: «Je vais essayer de faire entre 3 et 4 marathons par jour». Donc ça fait entre 120 et 160 bornes quand même, quoi. Donc c'est un gros truc, et voilà, et je me fixe ça et je me dis que je vais pas dormir tant que j'ai pas enquillé ce que je me suis fixé comme objectif, quoi, et si je tiens ça, bah, je suis dans les temps, de la victoire, quoi. Comment tu gères, ce passage-là de diététique, de sommeil, de gestion de l'effort et de récupération pendant ces 10 jours? Alors, la diététique, c'est le plus compliqué. Hem, il a été établi à peu près que sur un DK Ironman, on crame à peu près, 10 000 calories jour. C'est énorme. 10 000 calories jour, il faut pouvoir les avaler. Donc, alors, je regarde un peu comment font les autres. Là, je suis un peu sur les réseaux, parce que l'avantage, c'est qu'avec les réseaux, aujourd'hui, tout le monde donne tous ces trucs. Donc, il y a des mecs qui bouffent n'importe quoi. Ouais. Quand je vois ça, je me dis: «Si moi, je dis à mon diététicien, je vais bouffer ça, il me met une baigne». Ça, je veux dire, c'est n'importe quoi. Le mec, il bouffe des pizzas, des burgers, des litres de lait, et j'en passe et des meilleurs. Heu, je reste sur la diététique que j'utilise, heu, en dehors de la course. C'est-à-dire qu'on sait comment équilibrer les repas en dehors de la course, et sur la course, je vais garder le même, état d'esprit en augmentant un peu les volumes obligatoirement parce que 10 000 calories, même si je vais pas manger 10 000 calories, heu, il faut quand même tenir, quoi, et et surtout pas prendre le risque, de perdre, enfin, on peut pas se permettre de perdre 5 ou 6 kilos sur la course, parce que qui dit 5 ou 6 kilos de perdus dit, bah, de la fatigue, de la force en moins, et cetera, et cetera. Donc c'est la diététique le plus compliqué. Après, le sommeil, c'est aussi très compliqué. Dans l'esprit, pour être sûr de gagner, il faudrait dormir entre 2 et 3 heures maximum par jour. Donc sur 24 heures, ça veut dire 21 heures d'effort pour, 3 heures de sommeil. Si on enlève les pauses pipi, machin, et cetera, ça fait 20 heures d'effort pour 1 heure de pauses diverses et variées, et 3 heures de sommeil. Sur les premiers jours, ça va. En fin de course, le premier DK que j'ai fait, en pleine nuit, je voyais des dragons dans les arbres et tout ça, quoi, hein. Je suis passé, j'ai dit à mon staff: «Ouais Patrick, il y a des dragons dans les arbres». Il me dit: «Mais non, tu as des hallucinations». Je lui dis: «Je te jure, il y a des dragons, viens voir». Il est venu avec moi: «Regarde, ils sont là». Il me dit: Non, c'est toi, c'est ton esprit qui en fait, le manque de sommeil te fait avoir des hallucinations, quoi». Donc ça, il faut être capable de le gérer. Il faut que tu aies une équipe autour de toi, bah, qui soit capable aussi de te remettre dans les clous, parce que, voilà, après tu te fais des films, hein. Moi, je me rappelle la dernière heure de mon premier er DK Ironman, ou les 2 dernières heures,
j'avais l'impression de courir à 15 à l'heure, que j'avais une bande de Kényans derrière moi et je disais: «Putain, c'est bon, j'astique, ça envoie» et l'autre, il me disait: «Mais non, tu te traînes à 8 à l'heure, quoi», alors qu'en fait, j'avais l'impression de courir à 15 donc ouais, l'esprit, il part en cacahuète un peu, quoi. Donc tu parlais de la nutrition, du sommeil et l'effort physique, comment tu le gères? Tu essaies d'être constant sur les 10 jours? Tu essaies de d'osciller entre tes temps forts, temps faibles? Comment tu gères sur des distances aussi longues? Ouais, en fait, je laisse mon corps, gérer. Hem, D'accord. je me connais à peu près Tu fais et confiance à la machine? voilà et je vais pas m'enflammer. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, je cours pour moi, je cours pas pour les autres. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui va me doubler, heu, parce qu'en plus on fait des tours, hein, souvent pour, des problèmes de sécurité, les c'est des boucles courtes. Donc s'il y a un mec qui me double, je vais pas m'accrocher en disant: «Putain, faut pas qu'il me double». Vas-y, double-moi vieux. Tu t'arrêteras à un moment ou à un autre donc je gère mon truc, mon corps me je connais mon corps, je connais ce que je suis capable de faire et je fais. Je suis toujours à la limite, hein, je veux dire, je vais pas tirer au flanc, mais je vais pas passer au-dessus de si par exemple à vélo, je dis: «Je vais rouler à 27-28», pour avoir une moyenne à 25-26, je vais pas m'amuser à rouler à 35, pour faire le cador et dire, «Ouais, je suis capable de rouler à 35». Non, reste à 27-28, c'est très bien et tout va bien comme ça, quoi. Qu'est-ce qui t'anime le plus aujourd'hui? Quelle est source de motivation pour toi? Est-ce que c'est battre un record? Est-ce que c'est défendre une cause? Est-ce que c'est explorer tes limites aussi? Alors, explorer mes limites en priorité, c'est sûr. Parce que, parce que j'adore ça, quoi. Enfin, j'adore voir, jusqu'où je suis capable d'aller. Défendre une cause, en général, je le fais à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un défi quelconque, je le fais toujours pour une cause, heu, une association ou et cetera. Voilà, ça c'est dans mon ADN, on va dire, puisque le 1 c'était le Téléthon et maintenant, c'est toujours, il y a plein d'associations, dans le département. Il y a des grosses associations qui me contactent des fois en me demandant si je veux faire un truc pour eux, tout ça. Donc ça oui, je le fais et puis, oui, voir, bah, ce que j'ai toujours ce que j'ai toujours, dans le ventre, quelque chose quoi, voilà, c'est puis j'aime flirter avec, je le dis toujours, hein, et ça, c'est un petit peu le syndrome post-traumatique, heu, souffrir me permet de me sentir vivant, quoi. Voilà, heu, où les autres vont voir de la souffrance, moi, je vais voir du plaisir et ça va justifier, le fait que je me sois sorti de cette merde à Beyrouth, quoi. Ouais, tout à fait. Et le corps souffre mieux quand le cœur sait pourquoi, aussi. C'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce qu'on C'est ce qu'on dit. dit. Ouais. C'est une jolie phrase. C'est vrai que c'est une belle phrase. Je sais pas qui l'a dit, mais Tu as un nouveau projet, on va en parler, de ce projet No Limites, puisqu'apparemment, tu lances un défi encore plus fou. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Il doit y avoir une faute de frappe». Quand on en a parlé au téléphone, tu m'as dit: «Ouais, c'est pour septembre, je vais faire ça». Avec un objectif donc de faire en 140 jours 177 Ironman. Pourquoi ce chiffre, hallucinant? Pourquoi ce projet? Et puis j'ai envie de dire pourquoi? Pour alors résumer. alors il y a 2 ans, heu, sur une année, j'en ai fait 117. Hem et puis je m'étais dit, voilà, ça peut être, alors j'ai pas fait 117 Ironman découpés, j'ai fait des déca Ironman, des triples, des doubles, enfin bon, des trucs un peu, voilà, mais ça faisait un total de 117 et puis il y a un Allemand qui a fait 120 en 120 jours. Je me suis dit: «Je pourrais faire 130 en 130 jours», mais le truc, ce serait quand même de réduire la voilure et de réduire le temps de récup pour finalement en faire plus en moins de jours. Donc j'ai pris une feuille blanche, on a cherché, j'ai écrit ta, ta, ta et je me suis dit: «Bah, tiens, je pourrais faire entre 130 et 150 en 100 jours» et après on s'est dit: «Bah, tiens, pour que ce soit plus intéressant et que les gens comprennent» parce qu'ils comprennent pas toujours ce qu'on fait,
On pourrait faire ça sous forme de télé-réalité ou un truc comme ça et on a cherché un producteur et on a trouvé un mec, qui est qui est spécialisé un peu dans le sport et qui a dit: «Oh moi le projet il me plaît», heu et il a été le proposer à des diffuseurs et les diffuseurs quelque part ça leur a fait peur parce qu'ils se sont dit: «Bah, le mec il a pas 20 ans, hem, la discipline, tout le monde connaît pas, heu, comment faire pour que ça soit plus intéressant?» Et là j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait: «Allô ChatGPT, qu'est-ce que tu en penses?» Et il m'a dit: «Ça serait pas mal si tu changeais l'esprit de ton truc, même si ça va pas changer grand chose au bout du compte et que tu proposes, que tu mettes en avant la recherche médicale». C'est ce qui était prévu au départ, donc je devais faire ça et on devait faire une recherche médicale avant. Mais au lieu de dire: «Bah, tiens, Pascal est en avant et il va faire 177 Ironman, heu, pour la recherche médicale», on a dit: «On va mettre la recherche médicale en priorité». C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est plus Pascal et la performance sportive, c'est la recherche médicale et Pascal sert de cobaye à la recherche médicale, en fait, voilà. Et donc, on est parti là-dessus. 177 en 140 jours et ben, 177 ça fait le tour du monde, en fait. 177 Ironman, c'est juste le tour du monde et 140 jours, ça sera peut-être 132 ou 133, je ne sais pas, mais voilà, l'idée, c'est de le faire un Ironman, 8 heures de repos, un Ironman, 8 heures de repos, un Ironman et cetera et cetera. Et j'affronte un mec à chaque fois, plus pour le fun parce que c'est sûr qu'au bout du centième, n'importe qui va pouvoir me battre. Enfin, j'exagère, mais ça sera plus facile de dire: «Bah, moi, j'arrive, je suis tout frais et je vais te battre». C'est pas le but. Le but, c'est pas de dire: «Ah ouais, je viens pour le battre». Le but, c'est de faire partie d'une aventure, d'un truc sympa, pour la recherche et en discutant avec une des responsables du Téléthon, la semaine dernière, on s'est dit: «Mais pourquoi pas le faire pour la recherche sur le génome et aller chercher, voir pourquoi toi, tu es pas normal?» Enfin, entre guillemets, pourquoi pourquoi moi qui suis censé être, C'est pas moi quelqu'un qui de le dis. normal, voilà, qu'est-ce que j'ai? Quels sont les, enfin, qu'est-ce qui fait que mon corps est capable d'encaisser tout ça et cetera? Et ça, pour la recherche, c'est hyper important. Bon, on l'a dit, je suis réserviste à la Légion étrangère. Le service de santé des armées est aussi intéressé parce que, bah, voilà, le sommeil, les militaires sur le terrain et cetera et cetera. L'INSEP a déjà mené une étude sur le sommeil qu'on avait réalisée et là, le professeur Nedelec là, qui s'occupe, de ça à l'INSEP, m'a dit: «Moi je reviens si tu fais un truc comme ça, voilà, ça m'intéresse quoi, de voir comment ton corps est capable de récupérer, seulement en 8 heures, heu et de repartir sur un autre Ironman tous les jours». Donc voilà le truc, Sans complètement dingue. sans minimiser, ton exploit, aujourd'hui, ça s'explique que ton corps ait certaines prédispositions, comme ça peut être le cas pour d'autres sportifs? Alors je ne sais pas si ça s'explique, enfin, pour moi, je suis comme tout le monde. Tu vois, là, j'ai été blessé 2 fois, j'ai pris, entre 15 et 20 kilos, que j'ai du mal à perdre. Heu, donc j'ai des douleurs, parce que quand on a trop de poids, reprendre l'entraînement avec trop de poids, bah, ça implique des douleurs. Donc quelque part, je me dis que si j'ai des douleurs, c'est que je suis comme les autres. Heu, Mon cœur qui normalement bat à 36 au repos et 27-28 la nuit, bah, là, je suis un peu plus haut. Là, par exemple, je suis à 40 la nuit, donc ça veut dire que je suis pas encore en forme. Donc tout ça, c'est des paramètres que j'analyse au fur et à mesure et bah, voilà, c'est bien, c'est un challenge dans le challenge, quoi, parce que, Donc tu as un cœur qui bat à 32 pulsations minutes, ouais, en général, à peu près 36 pulsations la journée et sans effort? 26, ouais, sans effort, ouais. Ouais, par exemple, je suis assis là, normalement, je suis à 36 et 27-28 la nuit, quoi. D'accord. C'est assez marrant, enfin, Ouais, ça en général, ta compagne, elle s'inquiète, «Il respire?» «Ouais, ça va, c'est normal, tout va bien». j'ai eu l'occasion d'écouter Martin Fourcade, il disait que c'était une de ses prédispositions, il a un cœur qui bat lentement.
et Ouais, qui lui c'est vrai. permet justement au biathlon d'avoir cette Mmh. respiration plus longue et de mieux viser, d'avoir une une sensation à l'effort plus facile, une récupération meilleure. Ouais, ça, c'est important, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que je crois que lui, il bat à 28, la journée et Ouais, il doit descendre à 22 ou 21 la nuit, ouais, quoi, donc ouais, j'avais pour souvenir 24, mais je sais pas si ouais, c'est, ouais, c'est journée un au truc de repos, fou, quoi. effectivement. Ouais. Il y aura donc sur cette idée-là, cette cause de recherche aussi. Qu'est-ce que toi tu aimerais en retenir et qu'est-ce que tu aimerais apporter? Est-ce que au delà du défi sportif, au niveau de la recherche, il y a un objectif, un souhait précis, quelque part, qui pourrait faire avancer, le schmilblick, que ce soit au niveau du Téléthon, que ce soit au niveau de l'INSEP ou de la recherche militaire? Alors, ce qu'on a fait, l'étude qu'on a fait sur le sommeil avec l'INSEP, je sais qu'elle a servi parce que, elle a permis de mettre en avant que le sommeil, c'était presque plus important que le massage et les bains de glace et cetera. Heu, Parce que souvent les athlètes disaient: «Oh là là, il faut que je fasse mon massage, il faut que je fasse mon bain et je vais pas dormir assez» et cetera. Donc la priorité, ça reste la récupération par le sommeil. Ça, c'est bien, ça nous a permis d'étudier ça. Sur ce qu'on va étudier là, pour pendant le défi, ça va être tout azimut. L'hydratation, l'alimentation, la récupération, le cardiaque, l'ostéopathie, la psychologie, la physiologie, enfin, en fait, on va partir tout azimut et on va travailler sur plein de credos qui peuvent intéresser, bah, monsieur et madame tout le monde, quoi. Parce que ça veut dire, moi j'ai 62 ans, pourquoi à 62 ans je suis toujours à haut niveau? Alors qu'il y a des gens qui à 45 ans, ils sont dans leur, canapé à bouffer des chips et boire des binous et puis ils disent: «Ah bah, je suis en mauvaise santé» et cetera. Donc je pense qu'il faut qu'on prouve, si c'est nécessaire de le prouver, parce que je pense que maintenant ça fait plus de doute pour personne, que faire du sport, alors je parle pas à haut niveau, hein, faire du sport, quelque part, il y a rien de mieux pour la santé. Moi, je vais jamais voir le médecin. Il me connaît pas le médecin. Enfin, c'est un pote, mais parce que je le coach, mais il me connaît pas. Je suis jamais dans son Puis cabinet. tu te soignes toi-même alors? Oui, oui, non, mais voilà, c'est ça, parce que ça me paraît, ouais, enfin, le sport, c'est la santé. Voilà, je comprends même pas que les gouvernements, quels qu'ils soient, travaillent pas plus là-dessus, quoi. Enfin, moi, la sécu, ils me connaissent pas, quoi. Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils m'ont jamais vu. Donc c'est hyper important de faire attention à son corps, sans en faire beaucoup, mais en faire un petit peu. Voilà, marcher, monter des marches et cetera. Il faudrait que ça devienne une habitude et les gens seraient en bonne santé. Tu parles de ton âge. À ton âge, beaucoup cherchent à ralentir. Toi, tu continues à te repousser. Qu'est-ce que tu cherches encore à conscientiser dans ton parcours? Est-ce que tu vas t'arrêter un jour ou ça va te suivre jusqu'au bout? Alors on le disait en début, heu, moi j'ai peur que si je m'arrête, mon SPT prenne le dessus et que je parte en cacahuète, quoi. Donc Tu, quelque part, tu j'ai l'as encore cette besoin. inquiétude? Ah bah, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, parce que je le vois dès que, par exemple, là, j'ai été blessé, un genou, une cheville, je suis resté, plusieurs mois sans rien faire. Je tourne en rond, on dirait une bête sauvage, enfermée dans une cage, quoi et j'en suis alors, je vais pas dire que je suis agressif, mais je suis moins sympa, enfin, je suis voilà, ouais, ouais, j'ai besoin d'aller éjecter, le surplus d'énergie et de et peut-être aussi je sais pas, de rancœur que j'ai accumulé, quoi. Bon, j'en ai besoin, ouais. Je mourrais, moi, tu sais la chanson de Dalida, «Je voudrais mourir sur scène». Moi, je crois que ma la plus belle façon de mourir, ce serait, à 90 ou 100 ans, 100 ans, ça serait bien, le record de Robert, machin là, tu sais, qui a fait le record de l'heure à vélo. Je me vois bien taper celui-là et puis après ça serait bon. Quand on te présente par ton métier, ton palmarès, ton parcours, qu'est-ce qu'on oublie de dire de toi?
lors des interviews? Qu'est-ce que tu aimerais que l'on raconte de toi au-delà des chiffres, des statistiques, des distances et des durées? Alors, là encore, je vais te raconter une anecdote. J'étais célibataire il y a encore, 2 ans et je sortais souvent, donc j'habite dans le coin de Nîmes mais j'allais vers Montpellier où il y a des boîtes pour les vieux. Enfin, je dis des boîtes pour les vieux, en fait, c'est des bars à tapas, tu sais, où on peut danser et tout ça. Et donc je m'étais créé un groupe d'amis et voilà, donc on va, on boit un coup, on danse et cetera et cetera. Et après 2 ans, un jour, il y en a un qui me dit: «Putain, je t'ai vu à la télé et tout, mais tu fais quoi? Mais tu nous as jamais dit ce que tu fais». Et en fait, ça faisait 2 ans que j'étais avec eux, ça faisait 2 ans qu'ils m'appréciaient parce que j'étais Pascal, mais qui ne savaient pas ni ce que je faisais, ni qui j'étais. Et ça, moi, ça me convient. En fait, j'arrive pas des fois, ma compagne, elle me dit, «Ouais, tu devrais plus te mettre en avant». Ben non, j'ai pas besoin de me mettre en avant. Je j'ai pas envie que les gens m'apprécient parce que j'ai un palmarès ou parce que je connais Drucker ou Hanouna ou machin. J'ai envie que les gens, ils m'apprécient parce que je suis Pascal et basta, quoi. Donc en général, j'en parle même pas et bah, si ça a bien, voilà, bon, si je parraine un truc, bah, je peux pas faire autrement. Mais c'est pas le truc que je vais mettre en avant. En fait, moi, je suis Pascal et le sportif, bah, c'est mon personnage, c'est celui que j'ai choisi d'être, mais je suis pas obligé de l'imposer aux autres, quoi. Est-ce qu'il y a un élément que ta réussite, t'a coûté, que les gens ne voient pas? Au-delà, voilà, des titres, au niveau de l'effort, au niveau de l'implication, au niveau du sacrifice aussi dont tu parlais de démarrer à 1 heure du matin ta journée et cetera? Ouais, bah, les sacrifices, les gens, ils le voient pas, c'est sûr. Souvent les gens, alors, le problème, c'est qu'en France, il y a les gens sont vachement jaloux. Ça existe moins dans d'autres pays. J'ai eu la chance de voyager dans le monde entier un peu et et ça existe moins dans d'autres pays. En France, j'avais des voisins, par exemple, j'étais gamin, ils m'ont toujours vu faire du sport. J'avais, 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'allais aux compètes de judo, tout ça. Ils savaient que je faisais du sport, j'allais courir, machin et cetera. Et le jour où je me suis attaqué au premier record du monde là, heu, au début, ils disaient, «Oh mais 10 heures de natation, il va pas y arriver». Et quand j'ai eu fini les 10 heures de natation, ils ont dit: «Ah bah, le vélo, il va pas y arriver». Et puis en fait, j'ai réussi le vélo. Et quand j'ai réussi, au bout du compte, le final, ils ont dit: «Ah bah, il doit être dopé». Voilà, c'est ça. «Ah bah ouais, il est dopé». La jalousie, la connerie, alors que je veux dire, ils m'ont toujours vu tout petit, machin, faire du sport et cetera. Ils ont pas réfléchi qu'à un moment, bah, le soir, quand eux, ils allaient se coucher à 22h30 après le film, bah, moi, je prenais mon vélo et j'allais tourner dans le quartier et cetera et cetera. Les gens, ils voient pas les sacrifices, ils font vite un amalgame. Ah bah, le mec, il est champion, alors automatiquement, il s'est chargé la gueule, tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai 62 ans, je suis à haut niveau depuis l'âge de 15 ans. Je pense que si je m'étais chargé, je serais peut-être plus là, quoi. Mais ça, c'est trop compliqué pour qu'ils réfléchissent à ça. Et justement, tu me fais une passe décisive, tout trouvé. J'allais te demander que quelle est donc merci, à croire que ça a été préparé. Quelle est pour toi la faisabilité de cette analogie en se disant que au delà de ta prédisposition au niveau de ton rythme cardiaque, si on met ça de côté, ce que tu fais, c'est possible par n'importe qui, s'ils s'en donnent les moyens. Est-ce que tu penses que c'est réel, cela? Que c'est la langue de bois ou que tu penses vraiment que quelqu'un qui a ta force du sens du sacrifice, de l'envie, de l'implication qu'il apporte, est-ce que c'est possible? Ouais, moi, je pense que n'importe qui est capable de faire n'importe quoi. Je vais redonner un exemple. J'aime bien donner des exemples. L'avantage d'avoir une longue carrière, c'est que tu as plein d'exemples. J'entraînais dans un petit club et j'entraînais une femme, et l'année d'après, son mari vient. Son mari, c'était une bête, il faisait, je sais pas, 1,95 m, 130 ou 135 kilos. Et il me dit: «Ouais Pascal, à la fin de l'année, je veux faire le marathon du Médoc». Oh pff. J'ai dit: «Putain, tu veux faire un marathon, c'est dans 8 mois, tu jamais couru, tu as quand même un gabarit, qui fait peur, heu, tu le sens vraiment?» Il me dit: «Oui». Alors je dis: «Alors si tu le sens, on va le faire. Tu vas commencer par perdre un peu de poids, je vais t'expliquer comment.
tu vas t'entraîner. Au début, on va pas trop charger parce que comme tu es lourd, tu risques de te blesser. Enfin, voilà. Et le mec, je l'ai préparé. Et au bout de 8 mois, il a fait son marathon, c'est le marathon du Médoc. Il l'a fait en 5h30, je crois, mais il l'a fait. Donc si lui, il l'a fait, tout le monde est capable de le faire. C'est juste dans la tête, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est dans la tête. Faut croire en soi, faut laisser personne te dire que tu es pas capable et faut pas avoir peur de l'échec. Voilà. On peut gagner que si on n'a pas peur de l'échec. Faut foncer, faut Et croire en et soi, les gens ils croient pas en soi, «Ah bah, je voudrais bien faire un marathon mais je suis pas capable». Mais si, tu es capable. Pourquoi tu dis que tu es pas capable? Commence par dire que tu es capable et tu verras que déjà c'est faisable. tu penses que c'est un problème sociétal? Je fais un parallèle par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce côté ambition. Ouais. Oui, oui, oui et c'est pas propre au sport, hein. C'est propre à plein de choses, aux études et cetera. Les gens se mettent des barrières. En fait et plus on va se mettre de barrières et plus on va être bloqué. C'est normal. Enfin, je veux dire, ça me paraît d'une logique implacable. Enlevons les barrières et croyons en nous, quoi. Enfin, c'est franchement, c'est alors maintenant, il y a des gens qui sont des coachs mentaux et cetera, qui vont aider à avoir ce déclic. C'est bien, mais finalement, est-ce qu'on en a besoin? Non, on a besoin que de soi et de se dire: «Putain, mais je veux le faire, ce truc, ça me fait envie, j'ai envie de le faire». Et ben, alors fais-le, crois en toi et vas-y, fonce, quoi. Au pire, qu'est-ce que tu risques? Tu vas te planter? Bah, voilà, tu t'es planté, c'est pas très grave, mais tu as Com essayé. Comme a dit un très grand philosophe: «Oublie que tu as aucune chance, vas-y fonce». Et ben voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est parce qu'ils croyaient que c'était impossible qu'ils l'ont fait, c'est ça, hein? Exactement. Voilà. À travers ton parcours et ton expérience de plusieurs décennies, qu'est-ce que tu as compris trop tard dans ton parcours que tu aimerais expliquer, aux autres, le plus tôt possible et que tu aimerais transmettre à des jeunes ou moins Alors, je jeunes? vais dire que c'est pas dans mon parcours sportif, paradoxalement, parce que OK. je pense que sur mon parcours sportif, j'ai pas raté grand-chose. Si ce n'est, voilà, on en parlait aussi, aujourd'hui, quand on va voir un partenaire, le gars, il dit pas, «Bonjour, vous voulez faire quoi? C'est quoi votre palmarès?» Aujourd'hui, le mec, il dit: «Ah bonjour, vous avez combien de followers sur internet?» Bon, heu, c enfin, je veux dire, là, on est plus sur les valeurs du sport, on est sur les valeurs, du merchandising et voilà. Non, ce que moi j'aurais fait si c'était à refaire, aujourd'hui, je referais le même parcours, sauf que je bosserais à l'école parce que je le disais, ce diplôme d'infirmier m'a appris plein de choses et je pense que j'aurais fait médecine ou chirurgie, un truc comme ça, parce que voilà, en parallèle de ma carrière sportive, parce que ça, je veux surtout pas enfin, je veux dire, il y a rien acheté, quoi. Enfin, pour moi, tout a été bon, ça aurait pu être mieux, mais voilà, je pense pas m'être planté trop. Tu as dû rencontrer des centaines, des milliers de personnes, autour de toi et toi, Pascal, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien, qui t'a inspiré ou sur son parcours, sur sa façon d'être ou sur le moment d'échange que tu as eu avec lui? Alors, je vais dire oui, Michel Drucker. En fait, j'ai rencontré ce gars-là. Pour moi, c'était déjà, une star, hein, Drucker, je veux dire, il était livré avec le poste de télé, donc quelque part, quand j'étais petit, je le voyais déjà à la télé. Heu, il est d'une gentillesse et d'une humilité, c'est pas juste à la télé, c'est en vrai. Hem et il y a plein de choses qu'on voit pas. Ce gars, par exemple, je suis parti en Russie faire, la traversée de la Russie à vélo, pour une course Red Bull, de 9 000 et quelques kilomètres. Hem, J'étais dans le jus, j'avais pas de sponsor, je suis passé le voir pour lui dire bonjour avant de partir. Il m'a dit: «Ça va?» Je lui ai dit: «Non, c'est compliqué, machin, enfin bon, c'est pas grave», et il a donné sa carte bleue à son chauffeur et il a dit: «Tiens, Philippe, va chercher 2 000 € pour Pascal, quoi». Voilà. Heu, Ce mec, il est ouais, voilà, c'est pour moi, c'est une référence, c'est un gars qui est gentil. Il a 84 ans, alors les gens ils disent: «Ouais, Drucker, il faudrait qu'il arrête et cetera». Mais il faut savoir que Drucker, aujourd'hui, il fait encore 100 pompes tous les matins et 300 abdominaux, plus 2 ou 3 séances de vélo dans la semaine et 2 séances de natation. Il a 84 ans.
Je veux dire, il pourrait dire, bah, je fais juste mon petit boulot. Non, le mec, il sait que sa santé, c'est le sport et c'est ce que je disais il y a 5 minutes. La santé, c'est le sport. Voilà et pour moi, lui, c'est une référence. Je me dis que si j'ai la même motivation que lui à 82 ans, bah, j'aurais réussi ma vie, quoi. Mmh. C'est un chouette témoignage. Il faut que tu tiennes jusqu'à 100 ans pour le record, Ouais, rappelle-toi. on y croit. J'ai une dernière question pour toi, Pascal, à moins qu'il y ait des sujets que tu souhaites aborder, que l'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. C'est si tu prends de recul et que tu te vois enfant à commencer le judo, qu'est-ce que tu dirais à cet enfant-là, qui ne sait pas qu'il va avoir tout ce parcours-là, qui ne sait pas qu'il va avoir toutes ces aventures, ces expériences-là, que ce soit dans des sports aussi divers que variés? Qu'est-ce que tu aimerais, dire à ce gamin? J'y dirais: «Change rien, fonce mec. Fais ce qui te plaît, fais ce que tu vis tes rêves, voilà, il y a que toi qui peux vivre ta vie, fonce». Je lui Super. dirais pas autre chose. Merci en tous les cas pour, ton parcours et ton témoignage. On arrive déjà à la fin de cet épisode, c'est passé, très vite. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet que l'on n'a pas abordé, que tu aimerais, que l'on évoque ou on a fait le tour selon toi? Non, je pense qu'on a fait le tour, c'était très bien mené. Merci. Tu montreras l'interview à Michel Drucker, comme ça on verra ce qu'il Ah y a. bah, je ne manquerai pas, parce que c'est clair, c'est clair. Écoute, en tous les cas, je tiens à te remercier pour ton partage, pour ton humilité aussi d'avoir, découvert, ton parcours inspirant et ton profil. Ça sert à ça aussi ce podcast de pouvoir, dénicher des personnes qu'on voit pas au quotidien dans les médias et qui méritent d'être mises en avant. Donc merci pour ce temps de C'est moi. partage, Pascal. On dit un gros merde pour ton projet, à la rentrée, qu'on suivra, en live stream pendant plus de 3 mois. Tu m'as presque chauffé à te rejoindre le 140e jour, si c'est facile de te battre, il me reste quelques mois pour partir de zéro, jusqu'à faire un Ironman. On verra. Tu peux le faire en relais aussi. Ah, je peux le faire en relais. Bah, je vais prendre cette option. Je je pense que je prendrai cette option pour le dernier jour. En tous les cas, merci à toi Pascal. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode que vous pouvez retrouver en audio sur l'ensemble des plateformes, que ce soit, Spotify, Deezer, Apple ou Amazon, ou également en vidéo sur YouTube, sur Instagram. Bref, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce témoignage-là comme les autres et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspirer. Salut.